Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Kropotkin. Pierre Kropotkin est un scientifique et militant anarchiste russe du XIXe siècle. Quand je dis scientifique, c'est une manière de résumer. Kropotkin était à la fois géologue, anthropologue, zoologue, et c'est important de le préciser parce que vous allez voir que les connaissances scientifiques, et notamment les connaissances zoologiques de Kropotkin, occupent une place centrale dans sa théorie philosophique. Alors, cette théorie philosophique, quelle est-elle ? Eh bien, c'est l'idée que la morale a une origine naturelle, qu'elle a une origine animale. La morale n'est pas une pure création des hommes, ou plutôt, elle n'est une création des hommes que dans la mesure où ce que nous appelons, nous, la morale, n'est pas la vraie morale. Nos valeurs morales sont en réalité une dénaturation de la morale animale. Et j'emploie le mot dénaturation au double sens du terme. Dénaturation comme altération, comme déformation, mais aussi comme dénaturalisation, comme négation du caractère naturel de la morale. Alors, ça peut paraître étrange de dire que la morale a une origine naturelle, précisément parce que, dans notre esprit, il n'y a pas plus humain, il n'y a pas plus culturel que la morale. Certains diraient même, il n'y a pas plus arbitraire. La meilleure preuve, c'est que la morale n'est pas la même partout, et elle n'est pas la même tout le temps. Elle est tributaire de l'espace-temps, si je puis dire. La morale qui est en vigueur aujourd'hui en Occident n'est pas la morale qui est en vigueur aujourd'hui en Orient, pour employer des catégories un peu larges. De même que la morale qui est en vigueur aujourd'hui en Occident n'est pas la morale qui était en vigueur hier en Occident. Donc ça évolue. Je vous renvoie ici au texte de Montaigne sur les cannibales, livre 1, chapitre 31 des Essais. Le cannibalisme nous apparaît comme une monstruosité morale, mais pour les cannibales, pour les tupinambas qui pratiquent le cannibalisme, c'est la torture qui apparaît comme une monstruosité morale. La torture à laquelle se livrent les Européens. Donc chacun sa morale. Ce que nous dit Kropotkin, c'est qu'il est temps que nous comprenions que nos systèmes moraux sont des constructions socio-historiques, qui malgré toutes leurs différences ont un point commun, celui de s'écarter de la morale naturelle. Cette même morale qui est à l'œuvre dans le règne animal, et que Kropotkin résume en un mot, l'entraide. L'entraide est le dénominateur commun à toutes les morales animales. Alors, je précise qu'on est au XIXe siècle, que les connaissances de l'époque ne sont pas les connaissances d'aujourd'hui, et que donc si vous êtes éthologue, c'est ainsi qu'on appelle aujourd'hui les personnes qui étudient le comportement animal, l'éthologie, l'étude de l'éthos, bien il est possible que vous connaissiez des espèces animales qui ne fonctionnent pas sur ce principe de l'entraide, et que donc vous estimiez que le propos de Kropotkin est obsolète. Mais peu importe. Peu importe parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas de savoir dans quelle mesure la théorie de Kropotkin est étayée par les faits. Ce qui va nous intéresser, c'est son raisonnement, c'est son analyse. Et c'est notamment l'analyse qu'il fait de l'opposition entre cette morale naturelle et ce qu'on appellera la morale culturelle. La morale culturelle, c'est-à-dire la morale religieuse, mais aussi la morale politique, la morale économique. Parce que, oui, il y a une morale politique et il y a une morale économique, c'est-à-dire une morale dont le but est de justifier le système politique et le système économique. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, qu'on retrouve évidemment chez Marx, mais pas seulement. L'idée qu'un système politique ou économique a toujours besoin d'une morale pour se légitimer. Je vous avais parlé dans mon épisode sur Caliclès de la loi du plus fort, et de ce qu'on appelle le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est un modèle politique qui prétend s'appuyer sur la théorie de l'évolution darwinienne, donc sur des données scientifiques,
pour justifier l'individualisme capitaliste. Autrement dit, pour faire passer l'individualisme capitaliste pour une réalité naturelle, pour naturaliser le capitalisme. Selon l'idée que si un système s'appuie sur la réalité naturelle, il est forcément juste. Ce qui serait injuste, c'est un système qui irait contre la réalité naturelle, qui demanderait aux êtres humains d'être autre chose que ce qu'ils sont naturellement. Eh bien, Kropotkin est d'accord avec ça. Il est d'accord avec le fait qu'un système moral, qu'un système politique, qu'un système économique doit être conforme à la nature des membres de ce système. Mais ce qu'il conteste farouchement, c'est l'idée que cette nature, ce serait l'individualisme, que ce serait l'égoïsme. Parce que c'est faux. La nature de l'homme, la nature de tous les animaux, étant entendu que l'homme est un animal, c'est l'entraide, c'est la coopération. Et donc une morale juste, une morale conforme à la nature des hommes, c'est une morale de l'entraide. Alors, avant d'aller plus loin, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, je voudrais faire 2 précisions. J'allais dire 2 avertissements. Premier avertissement, l'anarchisme, c'est un mouvement de pensée très hétérogène, dans lequel on va trouver des théoriciens qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. C'est vrai pour tous les mouvements de pensée, mais ça l'est d'autant plus pour l'anarchisme. Au point d'ailleurs que si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des représentants de ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. Ce qui en France ou en Russie apparaîtrait comme une contradiction dans les termes. Puisque l'anarchisme français et l'anarchisme russe, c'est précisément ce qu'il y a de plus opposé au capitalisme. Donc on pourrait dire que d'un point de vue théorique, l'anarchisme n'est pas tant un continent, c'est un archipel. C'est un conglomérat de pensée autonome. Et donc quand Kropotkin parle de la morale anarchiste en réalité, c'est d'abord sa morale anarchiste. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui découle de la première, c'est que cette idée d'une morale naturelle, d'une morale inscrite dans notre nature animale, cette idée, elle est loin de faire l'unanimité parmi les anarchistes. Justement à cause du fait qu'elle reprend à son compte la notion de nature humaine, qui est le fondement de la morale capitaliste. En gros, l'idée, c'est de dire, on s'oppose à la morale capitaliste qui se présente comme une morale naturelle, c'est pas pour la remplacer par une morale qui se veut elle aussi naturelle. Parce que la morale n'est pas naturelle. Et vouloir qu'elle le soit, vouloir prendre modèle sur la nature, c'est prendre le risque de prôner des valeurs qui sont contraires à la justice sociale. Parce que si on raisonne en termes purement stratégiques, admettons qu'on veuille abolir la société capitaliste. Donc qu'on veuille abolir l'exploitation, la domination, les inégalités. Parce que ça nous paraît injuste. Bon, la base du projet anarchiste. Mais imaginons maintenant qu'en étudiant les lois de la nature et les lois du comportement animal, on s'aperçoive que les sociétés animales fonctionnent elles-mêmes sur le principe de l'exploitation, de la domination et de l'inégalité. Eh bien on se tire une balle dans le pied. Parce qu'on prend comme modèle quelque chose qu'on aura préalablement défini comme injuste. Prendre comme modèle les sociétés animales, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de s'apercevoir en cours de route que le fonctionnement des sociétés animales est injuste? Est-ce que ce n'est pas, c'est le cas de le dire, introduire le loup dans la bergerie? Eh bien voilà. Là on est vraiment au cœur de ce qui fait l'originalité de Kropotkin dans le champ théorique anarchiste. À savoir que pour Kropotkin, il n'y a pas à avoir peur des lois naturelles. Il n'y a pas à avoir peur de ce qu'on va découvrir en étudiant le fonctionnement des sociétés animales. Parce que le fonctionnement des sociétés animales est conforme à la vision anarchiste de la justice. Et c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure sur la diversité des pensées au sein du courant anarchiste est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. À savoir que Kropotkin n'est pas du tout d'accord avec une certaine catégorie d'anarchistes qu'on appelle les nihilistes. Les nihilistes, du latin nihil, qui veut dire rien, ce sont des gens qui ne croient en rien. Plus exactement, qui pensent que les valeurs morales sont purement arbitraires,
qu'elle ne repose littéralement sur rien, rien si ce n'est la force du nombre, ou même la force tout court. Pour les nihilistes, toute morale est une convention. Une convention, c'est une invention collective, une invention conjointe. Mais en tant qu'invention, elle ne repose sur rien d'autre que sur elle-même. Elle ne repose sur rien de tangible, sur rien de matériel, sur rien d'objectif. Kropotkin n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec les nihilistes qui pensent que toute morale est arbitraire. Simplement, il a un rapport naturaliste à la morale. Il a un rapport scientifique à la morale. Un rapport descriptif plutôt que prescriptif. Ou plutôt dans lequel le prescriptif n'est qu'une théorisation du descriptif. Je m'explique. Morale, étymologiquement, ça vient de mores qui veut dire mœurs. Les mœurs, ce sont les comportements. Autre temps, autre mœurs, ça veut dire à chaque époque ses comportements. Donc à l'origine, il n'y a pas de connotation prescriptive dans le concept de morale. Si vous préférez, initialement, la morale, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est ce qui est fait. C'est la manière dont les individus se comportent. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les moralistes au XVIIe siècle, ce ne sont pas des écrivains qui font la morale. Autrement dit, ce ne sont pas des écrivains qui nous disent quoi faire. Ce sont des écrivains qui dépeignent les mœurs de leur siècle, qui dépeignent les usages, les façons de vivre, les caractères, et dont la morale n'est finalement que la conclusion de la description des mœurs. L'exemple typique du moraliste au XVIIe siècle, c'est La Fontaine. La Fontaine qui, à travers ses fables, dépeint les vices et les vertus de son temps. C'est aussi La Bruyère, les caractères. Le caractère étant ce qui caractérise. Donc on est bien dans du descriptif. Arias a tout lu, il a tout vu, il aime mieux mentir que de se taire, pour ceux qui connaissent. Donc à l'origine, le moraliste ne fait que décrire ce qui est, puisque la morale n'est rien d'autre que la manière concrète dont les individus se comportent. C'est progressivement et par extension que le terme de morale en est venu à désigner non pas ce que les individus font, mais ce que les individus doivent faire. Descriptif, prescriptif. Donc pour en revenir à Kropotkin. Kropotkin nous dit qu'il est faux de penser que la morale n'existe pas. Qu'il est faux de penser que l'anarchisme devrait prôner la suppression de toute morale. Parce que c'est pas ce qu'on observe. Parce que l'étude de la réalité animale, l'étude scientifique des comportements animaux, révèle qu'il existe une morale naturelle, commune à tous les organismes vivants, qui est la morale de l'entraide. L'entraide qu'il désignera lui-même dans son ouvrage le plus connu et le plus fourni en termes de références scientifiques, comme un facteur de l'évolution. Bien dire que l'entraide est un facteur de l'évolution, c'est dire non pas que la morale n'existe pas, non pas qu'elle n'est qu'une invention humaine, ou qu'il faudrait la détruire, c'est dire qu'il faut préciser de quelle morale on parle. C'est dire qu'il faut faire la différence entre la morale culturelle, la morale qui s'est historiquement imposée, ou plutôt qui a été imposée par le pouvoir, et une morale objective, une morale inscrite dans la nature du vivant, et que cette morale, fondée sur l'entraide, correspond très exactement à la morale anarchiste. Alors maintenant qu'on a mis au clair les intentions philosophiques de Kropotkin, à savoir prouver qu'il existait une morale naturelle et que l'anarchisme devait prôner cette morale naturelle, au point d'ailleurs que Kropotkin dira lui-même que ce sont ses découvertes en zoologie qui l'ont poussé vers l'anarchisme, c'est intéressant de le noter. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va maintenant se pencher sur le cœur de la réflexion de Kropotkin, et qu'il développe dans son livre La morale anarchiste. Donc dans ce livre, Kropotkin commence par nous expliquer que nous sommes entrés dans une ère d'esprit critique. Une ère d'esprit critique, ça veut dire que l'humanité commence à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est-à-dire les questions qui vont l'amener à briser les chaînes de l'asservissement.
à briser les préjugés, à briser les autorités, et les idées toutes faites en termes de bien et de mal. Le bien et le mal, nous dit Kropotkin, ce sont des notions qui nous sont inculquées depuis notre enfance. Qui nous sont inculquées par qui? Par les hommes de pouvoir, par le prêtre, par le professeur, par le philosophe, et que nous perpétuons inconsciemment, parce que nous les intériorisons. Nous sommes dressés au bien et au mal, nous sommes dressés à devenir ce que Kropotkin appelle des amis de l'ordre. Pourquoi des amis de l'ordre? Parce que, dans la conception traditionnelle du bien et du mal, le bien, c'est l'ordre, et le mal, c'est le désordre. Le bien, c'est la raison, le mal, c'est la passion. Le bien, c'est l'âme, le mal, c'est la chair. Donc la morale traditionnelle repose sur un dualisme métaphysique, puisqu'en dernière instance, le bien, c'est l'esprit, le mal, c'est la matière. L'au-delà est l'ici-bas, Dieu et Satan. Eh bien, cette conception du bien et du mal, nous dit Kropotkin, pour le coup, c'est une fable. C'est une fable métaphysique. Et on aura beau teinter cette fable de rationalisme, on aura beau remplacer Dieu par la raison morale de Kant, et les 10 commandements par l'impératif catégorique, on reste toujours dans une vision à la fois binaire et punitive de la morale. Binaire et punitif, c'est le propre de l'infantilisation. Un enfant, on lui dit oui ou on lui dit non. On lui autorise ou on lui interdit. Et selon son comportement, on le récompense ou on le punit. Il n'y a pas de place à la pensée dans la morale traditionnelle. Il n'y a pas de place à l'esprit critique, à l'autonomie. Et il y a encore moins de place à l'analyse matérielle, c'est-à-dire à l'étude scientifique des comportements, étant entendu que tout ce qui concerne le monde matériel est déjà entaché de la souillure du péché. Et s'il n'y a pas de place à l'esprit critique dans la morale traditionnelle, c'est pour une raison très simple. Une raison inscrite à l'intérieur même des fondations de cette morale. C'est parce que le but de cette morale est de dominer. Historiquement, la morale est un instrument de domination humaine. Un instrument de contrôle et d'asservissement du peuple. Les travailleurs, ce sont ceux qu'il faut contrôler parce que s'ils s'émancipent, s'ils se libèrent de l'autorité, comment on fait pour les exploiter? Là, on rejoint ce qu'on disait dans l'épisode sur Bakounine. La soumission à Dieu comme matrice originelle de la soumission au pouvoir. La morale, c'est le gardien intérieur. C'est le juge intérieur. Le travail est la meilleure des polices, mais une police sans juge, il manque quelque chose. Donc nous avons fonctionné pendant des siècles avec une morale infantilisante. Une morale qui fait peser sur nos esprits la menace du châtiment éternel. Mais les esprits se réveillent, nous dit Kropotkin. Et la question commence à émerger, pourquoi serais-je moral? Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, au nom de quoi devrais-je faire le bien? Au nom de quoi devrais-je seulement croire que le bien existe? C'est donc là qu'émerge la position nihiliste. Je rappelle qu'au sens courant du terme, le nihilisme, ce n'est pas le nihilisme au sens où en parle Nietzsche, puisque Nietzsche renverse complètement le sens de ce mot. Pour lui, le nihiliste, c'est au contraire celui qui croit dans des valeurs transcendantes, qui croit dans l'existence d'un bien et d'un mal divin ou métaphysique, et qui se réfugie dans ce que Nietzsche appelle les arrière-mondes. Le nihiliste au sens nietzschéen, c'est donc celui qui ne se pose pas la question de l'origine des valeurs morales, qui se soumet à ces valeurs morales sans discussion, et qui accuse de mal tous ceux qui ne se soumettent pas à ces valeurs. Le nihiliste, c'est celui qui nie la vie. C'est celui qui nie le caractère affirmatif de la vie. Donc Kropotkin ne parle pas du tout du nihilisme au sens nietzschéen, il parle du nihilisme au sens courant. Le fait de nier la réalité de la morale, le fait de nier l'existence objective d'un bien et d'un mal.
Or, selon Kropotkin, ce nihiliste, il n'a pas totalement tort, mais il n'a pas non plus totalement raison. Il n'a pas totalement tort parce qu'il a raison de remettre en question la morale traditionnelle, il a raison de la remettre en question et de se soulever contre elle, mais il n'a pas totalement raison parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça le conduit à aller trop loin. Ça le conduit à rejeter l'existence même de la morale. Je devrais plutôt dire à rejeter l'existence même d'une morale. Or, il y a une morale qui est réelle, qui a une vraie valeur, qui n'est pas juste une construction des hommes et du pouvoir, c'est la morale animale. Les êtres humains sont des animaux, et en tant qu'animaux, ils obéissent à la même morale que les autres animaux. Alors, comment fonctionne cette morale animale ? Elle fonctionne selon un principe très simple qui est la préservation du groupe, la préservation de la race. C'est le mot qu'emploie Kropotkin, puisqu'à l'origine, la race, c'est la lignée. Donc la préservation de la lignée, la préservation du groupe, c'est-à-dire la préservation de l'espèce à laquelle on appartient. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un individu a toujours intérêt à appartenir à un groupe plus fort que lui. Le groupe, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous vient en aide, c'est ce qui nous permet d'accomplir des choses que nous ne pourrions pas accomplir seuls. Ça vaut pour toutes les espèces. Chez les humains, il y a un très fort besoin d'appartenance, qui se traduit d'ailleurs dans nos comportements sociaux. Partager les mêmes codes, partager les mêmes modes, partager les mêmes opinions. Si vous êtes dans un groupe et que vous dites ou que vous faites quelque chose qui ne va pas dans le sens du groupe, le risque, c'est l'éviction. L'éviction qui passera par exemple par la moquerie, puis par le rappel à l'ordre, puis par l'exclusion physique. Or, se retrouver seul, se retrouver isolé de son groupe, on ne s'en rend pas forcément compte, mais psychiquement, instinctivement, ça suscite une peur immense. Et ce qu'on appelle les phénomènes de groupe, ça vient de là. On fait des choses qu'on ne ferait pas si on était seul, parce qu'on veut montrer qu'on fait partie du groupe, qu'on s'implique pour le groupe, qu'on existe pour le groupe. Donc pour les animaux, le bien et le mal, c'est ce qui soit favorise, soit défavorise la survie du groupe. Kropotkin donne quelques exemples, il nous dit « Les fourmis rassasiées ont le devoir de donner de la nourriture aux fourmis affamées. Si elles ne le font pas, elles sont punies par le groupe. Elles pourront même être tuées par le groupe. Parce qu'une fourmi égoïste, c'est une fourmi qui coûte, mais qui ne rapporte pas au groupe. Un moineau qui trouve du pain dans votre jardin, c'est un moineau qui a le devoir d'avertir les autres moineaux qu'il a trouvé de la nourriture. S'il ne le fait pas, il sera puni par le groupe. De même que s'il vole des brins de paille sur le nid construit par un autre moineau. Et de la même façon, chez les êtres humains, voler le repas d'un autre, c'est devenir l'ennemi non pas seulement de celui à qui on a volé le repas, c'est devenir l'ennemi du groupe. Parce que c'est adopter un comportement qui constitue une trahison de la logique du groupe. D'ailleurs, c'est intéressant de s'arrêter sur cet exemple. Kropotkin nous dit « Si vous êtes affamé et que vous rentrez chez quelqu'un pour lui prendre à manger, ce n'est pas ça qui est mal. Ce qui est mal, c'est de lui prendre à manger sans l'informer que vous aviez besoin de manger. L'informer, par exemple, en laissant sur place quelque chose qui vous appartient. Pas forcément pour le dédommager, même si effectivement, dédommager quelqu'un, c'est le meilleur moyen de montrer patte blanche sur ses intentions. Mais seulement pour qu'il sache que vous n'étiez pas un voleur, pour qu'il sache que votre intention, ce n'était pas de lui prendre ce qu'il possédait, c'était de survivre. C'est pour ça que, quand on parle du vol, et qu'on se pose la question de savoir si le vol peut être moral, il faut faire entrer 2 critères en ligne de compte. L'intention et la façon. L'intention, c'est que voulait la personne qui vous a volé ? Est-ce qu'elle voulait prendre pour vous déposséder ? Est-ce qu'elle voulait prendre
sans que cette prise ne corresponde à un besoin pour elle? Et deuxièmement, est-ce que la façon dont elle vous a pris ce que vous possédiez était respectueuse des règles implicites de la vie en communauté? Alors oui, j'entends ici ceux qui vont ironiser en disant « le bon voleur et le mauvais voleur ». Oui, effectivement. Parce que le bon voleur n'est pas un voleur. C'est un nécessiteux. Et que dans la nature, nécessité fait loi. Donc la conclusion à laquelle arrive Kropotkin, c'est que le bien et le mal sont des notions qui dérivent d'un seul critère, à savoir la survie du groupe. Et donc si le critère, c'est la survie du groupe, le bien, c'est la solidarité. Le mal, c'est l'égoïsme. Et c'est sur cette dualité-là que doit être comprise la notion de devoir. Nous avons le devoir de favoriser le bien du groupe, de même que le groupe a le devoir d'aider le membre du groupe qui en a besoin. Parce que ça marche dans les deux sens. Le membre du groupe qui a faim et à qui on refuse de donner de la nourriture, c'est cette attitude-là qui contrevient à la morale du groupe. C'est cette attitude-là qui sera condamnée par le groupe. Chez les êtres humains, quand on dit de quelqu'un qu'il est égoïste, qu'il est radin, ou qu'il est insensible, c'est pas un compliment. Si ces comportements-là nous dérangent, s'ils nous répugnent même, c'est parce qu'ils sont associés, dans notre instinct animal, à des comportements qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du groupe. Et toujours dans son optique de faire reposer la morale sur des observations naturelles, sur des observations empiriques, Kropotkin nous explique que certains comportements qui avaient cours dans des époques reculées, par exemple dans l'Antiquité ou même dans la préhistoire, et qu'on jugerait aujourd'hui totalement immoraux, totalement dénués d'humanité et d'empathie, s'expliquent par le fait qu'à l'époque, la survie du groupe exigeait de faire des choses qu'on n'a plus besoin de faire aujourd'hui. Et donc il faut se garder de les juger, il faut se garder de les condamner, parce que le contexte n'est plus le même. Il y a une époque où tuer les vieillards et les impotents était nécessaire à la survie du groupe. Ne pas le faire, c'était condamner le groupe à mort. Et c'est ça qui aurait été immoral. Il y a une époque où tuer les nouveau-nés était nécessaire à la survie de leur mère. De la même façon qu'aujourd'hui, quand la vie d'une femme enceinte est en danger, même si le fœtus est déjà bien développé, même s'il est déjà viable, on autorise l'avortement pour raison médicale. C'est comme ça. Vous pouvez trouver ça bien ou mal à titre personnel. Le fait est que dire c'est bien ou c'est mal, sans se poser la question de la signification de ce geste en termes de rapport au groupe, en termes de survie du groupe, c'est juger dans le vide. Parce que c'est juger en dehors de ce critère objectif et fondamental qui est l'intérêt du groupe. Le sens moral, nous dit Kropotkin, n'est donc pas une invention. Ce n'est pas une création artificielle des hommes. C'est la manifestation, plus ou moins conceptualisée, plus ou moins consciente et réfléchie, de ce qui est en réalité un instinct, l'instinct de survie. Survie qui passe par la préservation du groupe qui passe par la solidarité. S'il y a un devoir moral qui n'est pas une création des hommes, c'est le devoir de solidarité. Parce que le devoir de solidarité est antérieur à l'humanité elle-même. Le sens moral des êtres humains, nous dit Kropotkin, est même antérieur à la bipédie. La bipédie, c'est ce qu'on a tendance à considérer comme ce qui nous fait entrer dans l'humanité. Le redressement sur nos deux jambes. Ce que nous dit Kropotkin, c'est qu'il y a quelque chose qu'on croit être le fruit de notre humanité, et qui en réalité est le fruit de notre animalité, autrement dit qui précède notre humanité, qui est le sens moral, qui est le devoir d'entraide. Ce qui est une autre manière de dire que le sens moral n'est pas le propre de l'humanité, c'est le propre du vivant. Kropotkin nous dit, les premières agrégations de cellules, c'est de la solidarité. C'est de l'association dans la lutte pour la survie.
les cellules ne sont pas consciemment morales, elles ne sont pas consciemment solidaires, mais justement, tout le propos de Kropotkin, c'est justement de dire que la morale n'est pas un phénomène conscient, c'est un phénomène instinctif. De la même façon qu'il a été démontré que l'empathie, c'est un phénomène neurologique avant d'être un phénomène moral, consciemment moral. L'empathie, c'est un effet des neurones miroirs, et qui fait que quand vous voyez quelqu'un qui souffre, ça vous ramène à votre propre souffrance. Et que donc, de la même façon que souffrir vous répugne, voir les autres souffrir vous répugne également. Quand on dit que les psychopathes sont immoraux, ce n'est pas qu'ils sont immoraux, c'est qu'ils sont neurologiquement câblés pour ne pas éprouver l'empathie. Donc pour ne pas éprouver le sens moral qui dérive de l'empathie. C'est matériel, c'est chimique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc quand on dit que l'anarchisme rejette toute forme de morale, on confond deux choses. On confond la morale instituée et la morale naturelle. On confond la morale imposée par le haut et la morale imposée par le bas. La morale imposée par le bas, il n'y a pas moyen de s'y soustraire. Et c'est là que le combat de l'anarchisme contre l'autorité prend tout son sens. L'autorité, c'est ce qui s'impose du dessus. C'est ce qui prend prétexte d'une prétendue supériorité, qu'elle soit métaphysique, politique ou économique, pour dire aux hommes comment ils devraient se comporter. C'est la définition même de l'arbitraire. La morale naturelle, elle, n'est pas arbitraire. Elle est nécessaire. Nécessaire au sens où on ne peut pas ne pas la respecter. Sinon, on court à notre propre perte. En résumé, pour Kropotkin, toute morale n'est pas à combattre. La morale qui est à combattre, c'est la morale du pouvoir. Donc si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, Kropotkin nous dit que la morale n'est pas un phénomène culturel. C'est un phénomène naturel que les hommes ont recouvert d'un voile culturel et qu'ils ont historiquement trahi de manière artificielle, en prônant des valeurs qui parfois étaient bonnes. Bonnes au sens où elles allaient dans le sens de la solidarité, mais en les prônant dans un cadre profondément injuste et inégalitaire. Prôner l'amour du prochain, mais la soumission au prêtre. Prôner la charité, mais l'obéissance aux propriétaires. Prôner la justice, mais la servilité à l'État. La morale anarchiste, Kropotkin la résume ainsi. Traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent dans des conditions analogues. Autrement dit, voir dans l'autre un autre soi. Principe de réciprocité dont découle le principe d'équité. Et ce principe de réciprocité, ajoute Kropotkin, il ne s'applique pas seulement aux individus de notre clan, de notre tribu, de notre groupe ethnique. Il s'applique à l'ensemble de l'humanité. L'homme est un animal, mais c'est un animal capable d'étendre sa morale au-delà des frontières de sa communauté d'appartenance, au-delà de sa région, au-delà de sa nation, au-delà de son continent. L'humanité est une grande famille. Pour Kropotkin, s'il faut abolir la morale traditionnelle, c'est parce que les hommes n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils le savent. Ils le savent instinctivement. Ils le savent parce que tout être humain a en lui l'instinct de la vie qui cherche à se conserver et à se perpétuer. Nul besoin d'inculquer la morale quand la morale est naturelle. Nul besoin de dire aux hommes comment se comporter quand il est dans leur intérêt de se comporter de manière solidaire et équitable. En clair, laissons les hommes libres. Parce qu'un homme libre est un homme qui suit son intérêt. Et l'intérêt de l'homme, c'est que son groupe survive. L'intérêt de l'homme, c'est d'aider les autres. La liberté des anarchistes n'est pas un idéal abstrait.
elle est la conséquence de notre programmation naturelle. Faire ce qui est bon pour nous. L'altruisme non plus n'est pas un idéal abstrait. Il est la conséquence de notre programmation naturelle. Aider l'autre pour qu'il nous aide en retour. Il n'y a pas à choisir entre la liberté et le devoir, entre l'égoïsme et la solidarité, entre l'individu et le collectif. Le bien de l'individu et le bien du collectif sont identiques. Tout ce que nous devons faire, c'est le comprendre. Je cite. La fourmi, l'oiseau, la marmotte et le tchouk sauvage n'ont lu ni Kant, ni les Saints-Pères, ni même Moïse. Et cependant, tous ont la même idée du bien et du mal. Et si vous réfléchissez un moment sur ce qu'il y a au fond de cette idée, vous verrez sur le champ que ce qui est réputé bon chez les fourmis, les marmottes et les moralistes chrétiens ou athées, c'est ce qui est utile pour la préservation de la race. Et ce qui est réputé mauvais, c'est ce qui lui est nuisible. Non pas pour l'individu, comme disait Bentham et Mill, mais bel et bien pour la race entière. L'idée du bien et du mal n'a ainsi rien à voir avec la religion ou la conscience mystérieuse. C'est un besoin naturel des races animales. Et quand les fondateurs des religions, les philosophes et les moralistes nous parlent d'entités divines ou métaphysiques, ils ne font que ressasser ce que chaque fourmi, chaque moineau, pratique dans leur petite société. Est-ce utile à la société? Alors c'est bon. Est-ce nuisible? Alors c'est mauvais. L'homme primitif pouvait trouver très bon, c'est-à-dire très utile à la race, de manger ses vieux parents quand ils devenaient une charge, très lourde au fond, pour la communauté. Il pouvait aussi trouver bon, c'est-à-dire toujours utile pour la communauté, de tuer ses enfants nouveau-nés et de n'en garder que 2 ou 3 par famille, afin que la mère pût les allaiter jusqu'à l'âge de 3 ans et leur prodiguer sa tendresse. Aujourd'hui, les idées ont changé, mais les moyens de subsistance ne sont plus ce qu'ils étaient dans l'âge de pierre. L'homme civilisé n'est pas dans la position de la famille sauvage qui avait à choisir entre 2 maux, ou bien manger les vieux parents, ou bien se nourrir tous insuffisamment et bientôt se trouver réduit à ne plus pouvoir nourrir ni les vieux parents, ni la jeune famille. Il faut bien se transporter dans ces âges que nous pouvons à peine évoquer dans notre esprit pour comprendre que, dans les circonstances d'alors, l'homme demi-sauvage pouvait raisonner assez juste. Les raisonnements peuvent changer, l'appréciation de ce qui est utile ou nuisible à la race change, mais le fond reste immuable. Et si l'on voulait mettre toute cette philosophie du règne animal en une seule phrase, on verrait que fourmis, oiseaux, marmottes et hommes sont d'accord sur un point. Les chrétiens disaient « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi ». Et ils ajoutaient « Sinon, tu seras expédié dans l'enfer ». La moralité qui se dégage de l'observation de tout l'ensemble du règne animal, supérieure de beaucoup à la précédente, peut se résumer ainsi. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent dans les mêmes circonstances. Et elle ajoute, remarque bien que ce n'est qu'un conseil, mais ce conseil est le fruit d'une longue expérience de la vie des animaux en société, et chez l'immense masse des animaux vivant en société, l'homme y compris, agir selon ce principe a passé à l'état d'habitude. Sans cela d'ailleurs, aucune société ne pourrait exister. Aucune race ne pourrait vaincre les obstacles naturels contre lesquels elle a à lutter. Quand nous étudions le monde animal et que nous cherchons à nous rendre compte de la lutte pour l'existence soutenue par chaque être vivant contre les circonstances adverses et contre ses ennemis, nous constatons que plus le principe de solidarité égalitaire est développé dans une société animale et passé à l'état d'habitude, plus elle a de chances de survivre et de sortir triomphante de la lutte contre les intempéries et contre ses ennemis. Mieux chaque membre de la société sent sa solidarité, mieux se développent en eux tous ces 2 qualités qui sont les facteurs principaux de la victoire et de tout progrès. Le courage d'une part, et d'autre part la libre initiative de l'individu. Et plus au contraire, telle société animale ou tel petit groupe d'animaux perd ce sentiment de solidarité, ce qui arrive à la suite d'une misère exceptionnelle, ou bien à la suite d'une abondance exceptionnelle de nourriture, plus les 2 autres facteurs du progrès, le courage et l'initiative individuelle, diminuent. Ils finissent par disparaître, et la société, tombée en décadence, succombe devant ses ennemis. Sans confiance mutuelle, point de lutte possible. Point de courage,
point d'initiative, point de solidarité et point de victoire. C'est la défaite assurée. Le lecteur comprendra lui-même toute son importance pour la question qui nous occupe. Que l'on s'imagine maintenant ce sentiment de solidarité agissant à travers les millions d'âges qui se sont succédés depuis que les premières ébauches d'animaux ont apparu sur le globe. Que l'on s'imagine comment ce sentiment, peu à peu, devenait habitude et se transmettait par l'hérédité, depuis l'organisme microscopique le plus simple jusqu'à ses descendants, les insectes, les reptiles, les mammifères et l'homme, et l'on comprendra l'origine du sentiment moral, qui est une nécessité pour l'animal, tout comme la nourriture ou l'organe destiné à la digérer. S'il n'y a pas à choisir entre la liberté et l'égalité, nous dit Kropotkin, c'est parce qu'en réalité, les deux sont liés. Nous sommes libres, mais nous ne sommes libres que dans la limite de notre survie. Nous ne sommes libres que dans la mesure où notre liberté est rivée à ce qui est au-dessus d'elle, à savoir l'interdépendance, le principe de solidarité. Le mensonge du pouvoir, c'est de s'être substitué à la solidarité. C'est de nous avoir fait croire que nous avions besoin d'obéir à autre chose qu'à la loi de la nature inscrite en nous. Obéir à un chef, obéir à une église, obéir à toutes ces autorités pour qui nous ne sommes que de la main-d'œuvre, que du bétail. Ce n'est certainement pas à ceux qui ont perverti notre nature de nous dire où est le bien. C'est au contraire à nous de leur montrer que nous n'avons pas besoin d'eux, que nous n'avons pas besoin de ceux qui veulent nous égarer de ce que nous sommes, nous égarer de ce à quoi nous aspirons, nous égarer de ce qui demeurera toujours en nous tant qu'il y aura de la vie. Je vous remercie.